je lance le bal, je vais commencer. Donc, au nom de mes collègues Marion Gingras-Gagné, Charlotte Duranton et moi-même, donc Pascal Laplante-Dubé, je vous souhaite la bienvenue au colloque. Merci d'être là ce matin et cet après-midi. Donc, comme vous le savez, on couvre 2 fuseaux horaires dans le cadre de ce colloque-ci. On est ici aujourd'hui et demain et après-demain pour réfléchir ensemble aux alliances et communautés en science-fiction et en fantasy, ça inclut tant les représentations des communautés et alliances dans les œuvres de fiction que ces communautés dans le réel. Donc, ces alliances et communautés peuvent être entre individus de même groupe ou pas. Et dans la lignée du colloque Fantasy et féminisme de mai 2021, donc déjà un an. Donc, ce second colloque, en fait, se veut transdisciplinaire, transmédiatique et intersectionnel, de même que situé au croisement entre la pratique d'écriture et la pratique politique, la recherche et la politique, la recherche et l'écriture. Comme lors du colloque Fantasy et féminisme de mai 2021, nous avons cherché à inclure des gens qui viennent de divers horizons dans une visée de partage, de mise en dialogue et de démocratisation des savoirs. C'est l'une des raisons qui explique notre choix de tenir ce colloque à distance, de manière à ce qu'on puisse se rejoindre par-delà l'océan, notamment. Par-delà les terres et l'océan. Donc, on espère que ça donnera lieu à des échanges et à des discussions fructueuses. Comme vous avez pu le constater en consultant le programme, le colloque se décline en une conférence d'ouverture. Donc, premièrement, donc Fanny Demeul qui nous fera la conférence ce matin, de 3 séances, héritage, communauté mixte, maternité et violence, et de 2 tables rondes. Ces 2 tables rondes font également partie de la programmation imaginaire organisée par Mathieu Lauzon-Dixot et moi-même du Festival littéraire international Métropolis Bleue, qui a d'ailleurs lieu cette fin de semaine en présence, et oui, à Montréal. Donc, vous pourrez vous joindre à nous si vous le désirez. Le programme complet est disponible sur le site web du Métropolis Bleu. On a aussi le plaisir d'accueillir demain Mégane Bédard, Jeanne A. Debat, Célia Diana, Pascal Roux, donc autour de la table ronde Vivre en communauté à l'ère de l'imaginaire, donc table ronde animée par Jean-Michel Berthiaume. Et mercredi aura lieu notre seconde table ronde Alliance et communauté imaginée avec Ivy Lake, Marie-Josée Martin, Elisabeth Von Arbour, table ronde animée par Marion Gingras-Gagné. Donc, au plaisir de vous y voir. Pour les intéressés également, les livres des autoristes qui participent aux tables rondes, de même que ceux sur lesquels portent une ou des communications, sont aussi disponibles chez notre partenaire, donc la librairie Saga, spécialiste en littérature de l'imaginaire et située à Montréal. Bon, maintenant que j'ai présenté le colloque, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc, la période de questions va avoir lieu après chaque séance plutôt qu'après chaque communication. On vous invite donc à réserver vos questions à ce moment. Également, nous enregistrons les communications. Donc, à noter que si la période de questions est aussi enregistrée, elle ne sera pas diffusée par la suite. Vous pouvez donc poser vos questions en utilisant le bouton « Lever la main ». Et finalement, on aimerait remercier plusieurs personnes et instances sans l'aide desquelles ce colloque n'aurait pas pu voir le jour. Merci tout d'abord aux personnes qui présentent une communication, évidemment, à notre conférencière et aux autoristes et animatoristes des tables rondes. Merci aux membres du comité scientifique pour leur évaluation et leurs conseils. Donc, Améla Timonet, Fanny Demeul, Mégane Bédard, Justine Breton, Sandrine Galland et Laurie Saint-Martin. Merci aussi à Mathieu Lauzon-Dixot pour sa participation à la mise sur pied des tables rondes. Merci à Élise Warren pour le visuel. Et merci enfin à nos partenaires, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, le Laboratoire texte et culture de l'Université d'Artois, le Festival littéraire international Métropolis Bleu, la librairie Saga et Opuscule littérature québécoise mobile, dont 2 techniciennes, Michel Barcena-Sougavinsky et Ève Lemieux-Cloutier se chargeront de l'enregistrement. Merci finalement à la Excel. Donc, ça fait énormément de remerciements. Donc, ça prend des gens à faire un colloque.
et on remercie tout le monde pour leur aide et ou pour leur participation. Et maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue qui va vous présenter la conférencière. Bonjour tout le monde. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici ce matin avec vous. Donc, on a le plaisir d'avoir une conférencière d'honneur, donc Fanny Demeule, qui va nous présenter donc sa conférence qui s'appelle Communauté des Néo-Amazones. Donc, je vous la présente. Fanny Demeule vit à Longueuil, sa ville natale. Elle est titulaire d'un diplôme de doctorat en études littéraires de l'UQAM où elle enseigne le cinéma, la scénarisation, la création littéraire et la culture populaire. Elle travaille aussi à titre de responsable éditoriale pour les éditions Tête Première et Hamac et à titre de directrice littéraire pour la collection théâtrale des éditions Somme Toute. Elle a signé 4 romans, un livre illustré ainsi que plusieurs nouvelles dans des revues et collectifs littéraires. La conférence qu'elle présente aujourd'hui est issue de ses travaux de recherche effectués à l'UQAM entre 2014 et 2020 et qui portaient sur les représentations des personnages de guerrières en culture populaire contemporaine. Donc, Fanny, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marion. Merci à toutes les personnes qui sont derrière l'organisation de ce fantastique colloque. Vraiment, je trouve que c'est l'exemple justement d'une belle et grande communauté qui porte des projets qui sont très chers à mon cœur. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous et de vous partager une partie de mes recherches périphériques de mon doctorat, étant donné que ce n'était pas directement inclus dans mon projet de thèse, mais c'est bien une recherche que j'ai faite sur le côté, mais qui est quand même en lien avec certains concepts, certaines idées que j'ai abordées dans ma thèse. Bien, ça me permet de partager ça avec vous. Je trouvais que ça s'inscrivait bien justement avec la thématique qui est proposée cette année, qui est celle des communautés, voir comment on peut les penser, les repenser aujourd'hui à l'aune des genres de l'imaginaire. Donc, ma conférence s'intitule « Communauté de Néo-Amazones » et elle va comme suit. La figure de la guerrière amazone ne peut, selon moi, se penser de manière individuelle. Le mythe amazonien repose plutôt sur l'idée du pouvoir distribué sur l'ensemble d'une collectivité. Dans cette veine, les néo-amazones, en émergence dans les productions de culture populaire depuis le début du 20e siècle, se pensent en tandem entre elles et, je dirais aussi, entre elles. On va voir pourquoi plus tard dans ma conférence. Elles proposent aussi, et c'est là leur nouveauté, une ouverture aux autres, revisitant ainsi l'idée d'une sororité close. Elles acquièrent une position solaire et une fonction positive qui leur faisait défaut dans les mythes antiques, où elles étaient dépeintes comme des figures menaçantes et néfastes pour l'ensemble de la société. Donc, contrairement aux récits, les conceptualisant comme des figures abusant des hommes et abusant de ceux-ci pour assouvir leurs besoins et leurs volontés, il y aurait depuis l'apparition de la figure de Wonder Woman dans les années 40 une conversion de l'imagerie antagonisante de l'irrévérence et de l'ingouvernabilité des Amazones en une version héroïque et bénéfique. À mon sens, des productions telles que Wonder Woman et plus récemment Mad Max Fury Road, que nous allons observer aujourd'hui, peuvent se résumer à l'alliance de groupes mixtes dans un objectif commun de renversement d'un patriarcat oppressif et s'inscriraient dans une volonté de revitalisation contemporaine de ce mythe qui est celui des néo-Amazones. Donc, on va regarder dans un premier temps la figure antique des Amazones. Différentes sources nous informent de l'existence historique de peuples féminins nommés selon le terme grec Amazone, mais les guerrières trouvent avant tout leur origine dans l'imaginaire culturel occidental qui en a fait un mythe durable depuis l'Antiquité. En effet, les premières itérations de ce mythe remontent à la Grèce homérique. Filles du dieu Arès et de la nymphe Harmonia, les femmes amazones formaient une peuplade indépendante de femmes guerrières. Cavalières incomparables, elles auraient été les premières à élever et à monter des chevaux. Autogérées, vivant selon leur propre système matriarcal, elles assuraient leur survie en procréant avec des hommes captifs qu'elles estropiaient par la suite afin de les rendre inaptes à se défendre lorsqu'elles les utilisaient comme serviteurs. Et si leurs enfants mâles n'étaient pas tués dès leur naissance, ils se voyaient à tout le moins mutilés ou soumis à la cécité afin que leur soumission soit complète. Ils étaient ensuite relégués aux soins des pères. Leurs enfants femelles, quant à elles, assuraient la continuité de leur lignée.
Dans le contexte social patriarcal de la Grèce antique, le mythe des Amazones est une projection aux antipodes de la norme féminine d'alors, l'image même donc de la marge et de son danger potentiel. Pour Cécile Voisset-Vesser, dans Des Amazones et des femmes, les Amazones incarnent l'extrême féminin hérétique et insoumis, et leur caractère barbare souligne de manière moralisatrice la menace que représentent les femmes s'écartant des normes prescrites. Elles deviennent, ni plus ni moins, ennemies du peuple et, de fait, illustrent le désordre encouru en l'absence du patriarcat. Pascal Linan de Belfond écrit que, je cite, « Les mœurs des Amazones s'opposent en effet radicalement à celles des femmes grecques. » Fin de la citation. Leur mythe symboliserait donc la peur qu'évoque la perte potentielle du pouvoir qui initie cette rupture idéologique, comme Ruby Blondel le souligne dans son texte « How to Kill an Amazon ». Dans l'imaginaire grec, donc, les Amazones fonctionnent à bien des égards comme une antithèse de la société civilisée, et leur mythe décourage les femmes de perturber les rôles et les relations entre les sexes prescrits par les institutions du mariage et du ménage. En observant ce mythe, on peut conclure que ce qui révulsait les Grecs chez les Amazones, c'est-à-dire ce qui s'éloignait le plus de leur fonctionnement, réside dans la démonstration de violence physique et d'agressivité et de pouvoir physique chez ces femmes. Cette agressivité leur permettant de se construire une société en marge de celle des hommes. Selon Rosie Bredotti, la conception patriarcale de la femme comme danger pour l'ordre social remonterait à une compréhension lointaine du féminin comme autre néfaste. En effet, selon Bredotti, l'association femme-monstre va jusqu'à Aristote, de la génération des animaux, pose la norme humaine en termes d'organisation corporelle basée sur un modèle masculin. La femme n'intervient que lorsque quelque chose ne va pas ou ne se produit pas dans le processus de reproduction prévu. La femme est donc perçue comme une anomalie, une variation sur le thème principal du mankind. À cet égard, d'après Bredotti, la misogynie n'est pas un hasard, mais plutôt la nécessité structurelle d'un système qui ne peut représenter l'altérité que comme négativité. L'Amazone, donc, dépeinte à la manière d'une variation sauvage et sociopathe de la femme, incarnerait l'autre dans toute sa monstruosité. Dans son ouvrage « Guerrière à la rencontre du sexe fort », Moira Sauvage souligne qu'elle, je cite, « représente en effet un désordre qui fait peur, un monde en quelque sorte à l'envers dont on soigne la mémoire pour en éviter le retour. » Fin de la citation. Fait curieux, bien que représentant un antagonisme social angoissant, ces femmes transgressives concrétisaient aussi un fantasme et suscitaient une fascination liée à leur statut transgressif. Comme le rappelle Ruby Blondel, pour les Athéniens, ces filles d'Arès représentaient l'indépendance et la bravoure des femmes également. Des infractions bien attrayantes, quoique menaçantes pour les structures sociales établies. Pour Jessica Salmonson, je cite, « Ce mythe fait appel aussi bien aux rêves qu'au dégoût des femmes, comme il représente aussi bien les désirs que les peurs des hommes qui ont construit ce mythe. » À preuve, les Amazones figuraient couramment dans l'art grec et les jeunes femmes athlètes ont souvent emprunté leur apparence martiale lors de leurs compétitions. Elles étaient également omniprésentes dans les récits mythiques, bien entendu. La plupart des héros grecs auront rencontré et combattu les Amazones à travers leur périple. Celles-ci deviendront si marquantes dans l'imaginaire grec en raison de leur antitypie mythique que d'une culture patriarcale à une autre, elles se feront récupérer dans différentes sociétés, entre autres chez les peuples scandinaves à travers la figure de la Valkyrie qui serait inspirée des Amazones. On assiste plus tard à un retour de la figure de l'Amazone lors de la Renaissance, autant dans les arts plastiques que dans les littératures européennes, où elle apparaît sous des traits déjà un petit peu plus solaires. Je cite Vienno qui parle d'une figure adoucie et anoblie, faisant preuve de courage au combat sans être nécessairement sanguinaire. Donc on voit qu'on décolle tranquillement quand même du mythe initial à travers la Renaissance. Rappelons donc les étapes de l'évolution de cet imaginaire
qui sont dégagés par Alain Bertrand dans sa thèse « L'archémite des Amazones », dont la démonstration traduit la souplesse de l'adaptation contextuelle du mythe. De tribale primitive aux yeux des Grecs, l'Amazone devient graduellement une femme tyrannique, presque sorcière chez Chrétien de Troyes, pour se transformer en guerrière plus solaire à la Renaissance, avant d'incarner carrément la figure de la révolutionnaire libertine un peu plus tard. Donc, les images de la femme forte qu'on rencontre par exemple chez Stendhal ou de femmes sans cœur chez Balzac prolifèrent chez les romanciers au 19e siècle et puisent encore une fois dans l'imaginaire de la femme forte amazonienne. C'est finalement au 20e siècle que les femmes vont commencer elles-mêmes à s'approprier ce mythe que tant d'hommes ont écrit et réécrit, et donc vont se l'approprier, que ce soit dans leur démarche artistique, par exemple René Vivien, ou bien dans les discours féministes émergents. Et là, je cite Alain Bertrand, qui écrit dans son entrée du Dictionnaire des mythes d'aujourd'hui: « Les nouvelles Amazones, après une longue période de clandestinité et d'influence occulte, ont choisi de renaître au monde et de reprendre leur combat. L'ont-elles d'ailleurs jamais cessé, ce combat? » Donc, c'est Alain Bertrand qui écrit ça et il entremêle tout à la fois les résurgences littéraires et celles du militantisme des mouvements féministes qu'il compare à l'agressivité du matriarcat du mythe initial. Si plusieurs nuances sont à apporter aux propos de Bertrand, on peut s'entendre tout de même sur le fait que le mythe amazonien, qui n'aura jamais vraiment quitté l'imaginaire collectif, opère quand même un retour en force vers la fin du 19e siècle à travers les genres littéraires de la fantasy et de la science-fiction, sous la forme de femmes indépendantes, bien souvent guerrières, occupant peu à peu un rôle dominant en tant qu'héroïne centrale des récits. J'en viens à une figure bien importante, qui est la première figure que je vais analyser dans ma conférence, qui est celle de Wonder Woman, qui est une figure fondatrice, qui est associée à l'imaginaire des Amazones, bien sûr, qui est même identifiée comme telle à travers son récit. Donc, le mythe de la communauté amazonienne est présent de manière très explicite dans Wonder Woman de DC Comics, créé par William Moulton Marston en 1941, donc qui fait sa première apparition dans le All-Star Comics numéro 8. Très rapidement après cette première apparition, Wonder Woman va connaître aussi sa première publication solo, donc elle va avoir droit à un comics à son nom qui lui est vraiment consacré, étant donné que sa popularité est éclatante. Donc, Wonder Woman, qui puise dans l'imaginaire des Amazones, remet cependant au goût du jour l'idée de femmes puissantes, mais aussi celui du groupe de femmes. Donc, c'est pour ça que, selon moi, la figure de néo-Amazone se conçoit vraiment en groupe, en tandem. On a cette idée aussi du groupe de femmes qui est mis de l'avant par la figure de Wonder Woman, même si on a quand même une figure centrale dans son récit. Le groupe, la communauté de femmes est quand même aussi mise en valeur et mise de l'avant. Dès ses débuts, la princesse guerrière Wonder Woman va se révéler hautement influente et va être rapidement déclinée en une multitude d'œuvres dérivées. Et c'est la première fois qu'une communauté fanique va s'établir autour d'un personnage de femme combattante. Pour comprendre en fait ce qui a poussé William Moulton Marston à créer Wonder Woman, petite parenthèse sur la perspective de son contexte d'apparition, qui est assez intéressante en soi. Dans les années 40, les parents des jeunes lecteurs et lectrices de comic books s'inquiétaient de la représentation abondante de violence dans les productions de l'époque. Et William Moulton Marston, qui était psychologue, expliquait cette surcharge néfaste de violence par un manque de protagonistes féminins à travers les comics. Protagoniste féminin qui, selon lui, lorsqu'il est absent, aboutit à une lacune d'amour au sein des œuvres. Donc, il manque de femmes, il manque d'amour à travers les représentations. Donc, bien sûr, il y a une pensée essentialisante derrière tout ça, mais à l'époque, c'était son équation. Donc, ce sentiment, le sentiment d'amour qui pourrait potentiellement contrebalancer les actes violents ne pourrait, selon Marston, qu'être comblé par la présence de super-héros de sexe féminin, les femmes étant, selon lui, avec 1000 guillemets, biologiquement porteuses d'amour. Plus important encore, toujours selon Marston, cette vertu naturelle liée à la féminité
serait la clé de voûte de l'expérience humaine et ne saurait être remplacée par la force bienfaitrice du plus puissant des super-héros masculins. Donc, autrement dit, selon Marston, il fallait absolument mettre de l'avant une super-héros féminine, justement, pour apporter amour à ce monde de violence. C'est donc dans ce contexte que Marston va proposer le personnage de Wonder Woman, une super-héroïne altruiste, combattant pour le bien commun, afin de démontrer justement ses théories personnelles de docteur. Il ira même jusqu'à proclamer son projet comme étant une propagande psychologique pour inciter le type de femme qui devrait, à son sens, diriger le monde à prendre les choses de l'avant, à prendre les rênes. Pour ce faire, sa démarche procède à une récupération du mythique matriarcat amazonien pour en inverser les valeurs afin de les accorder à ses desseins liés au contexte contemporain. Ainsi, quittant son île paradisiaque natale de Themyscira, où vivent en harmonie les recluses amazones, la princesse Diana, de son alias Diana Prince, va se porter au secours de la société des hommes qui est carrément en péril, qui est en proie à la violence et devient donc une importante figure justicière intégrant le rang des super-héros les plus puissants. Donc, faisant de la guerrière téméraire la sauveuse de l'humanité, Marston récupère pratiquement tous les sèmes amazoniens pour en faire les dimensions de sa nouvelle mouture moderne qui porte une vision positive de l'héroïsme féminin et surtout de la puissance féminine. Bien qu'elle soit toujours une projection du regard masculin, donc le créateur de Wonder Woman est un homme, cette nouvelle guerrière n'est plus l'autre monstrueuse, mais bien l'autre entendue comme étant l'être d'amour. On passe carrément d'un extrême à l'autre. Initiée par Marston, cette compréhension de la super-héroïne altruiste orientera la conception de la figure héroïque féminine jusqu'à nos créations et lectures actuelles. S'accordant aux valeurs de collaboration, de sororité et de compassion promues par les mouvements féministes émergents, elle deviendra symbole du militantisme ambiant et par conséquent, comme le signale Jennifer K. Stoller, qui s'est intéressée beaucoup à la figure de Wonder Woman, mais aussi à quel point cette figure-là aura eu un impact majeur sur la création des héroïnes contemporaines. Depuis Wonder Woman, le mot Amazon n'est plus nécessairement associé à la bogey woman, la femme inquiétante, menaçante, et va être plutôt associé à des valeurs positives de force, d'indépendance, de pouvoir et de sororité. La sororité est bel et bien mise de l'avant dans la création de Marston, qui la circonscrit même dans un lieu isolé qui rappelle le lieu isolé du mythe amazonien où vivent les femmes entre elles. Derrière la notion de sororité se dresse l'importance du lieu de rassemblement, du lieu physique de rassemblement, qui est à la fois le point de repère et de refuge pour les membres de la dite communauté. Dans l'univers de Wonder Woman, on retrouve ainsi l'île paradisiaque des Amazones, un îlot secret fait d'harmonie qui est niché dans un monde, au cœur du monde déchéant des hommes, mais qui est caché de celui-ci. De représenter de tels espaces de pouvoir dans l'imaginaire permet, selon Sharon Ross, d'illustrer la viabilité des sites de communication et d'interaction communautaire. Code explique l'importance de ce lieu de refuge de manière éclairante. Elle croit que lorsque les femmes se soutiennent mutuellement, elles sont à même de créer leur propre espace d'autorité. Donc, le lieu physique crée aussi le lieu et l'espace où il y a carrément une cohabitation et une autorité qui peut être fondée. Donc, l'un va avec l'autre. Mais Wonder Woman, on le rappelle, est appelée à sortir de cette île-là pour justement partager son amour au reste de l'humanité. Elle considère que le pouvoir des femmes développées sur l'île dans la communauté amazone doit pouvoir servir au plus grand bien commun et n'est pas limité à être circonscrit à l'île nécessairement. On a carrément sa mère Hippolyte qui lui dit « Be careful in the world of men ». They do not deserve you, mais il y va quand même. Elle fait preuve d'irrévérence et finalement fait preuve d'héroïsme dans une communauté à l'échelle globale. Donc, à la différence des autres Amazones, Wonder Woman offre une percée inclusive pour les hommes dans cette justice collective et elle va s'allier à eux. Maintenant, comme on va le voir bientôt dans Mad Max Fury Road, qui est le deuxième objet de ma lecture, le monde révolutionnaire que propose Wonder Woman se fonde sur le mode de la coopération et de l'alliance intergroupe pour le bien collectif de l'humanité dans une vision non binaire. Et cette idée-là va être poursuivie de manière encore plus approfondie dans
Mad Max Fury Road, vers lequel je me tourne en ce moment, qui est en fait à la base un film qui est sorti en 2015, mais qui a aussi une bande dessinée, un comics, qui est en quelque sorte le prologue à ce qui se passe dans le récit filmique. Donc, je le souligne parce que ce n'est pas tout le monde qui était au courant qu'il y avait carrément un récit explicatif antérieur aux événements du film dans ce comic book-là qui s'appelle tout simplement Mad Max Fury Road. Il n'y a pas de nom particulier, mais on l'appelle The Prelude to the Blockbuster Film. Donc, mon regard va maintenant se tourner vers Mad Max dans ces deux itérations ici, Filmix et Comics. Si Caroline Cardy et Geneviève Pruvot constataient une récurrence des fins tragiques pour les récits cadrant les Amazones, on voit souvent les Amazones ou les guerrières qui vont mourir à la fin, qui vont se sacrifier, qui vont être torturées, etc. De plus en plus, on observe un phénomène inverse aujourd'hui, c'est-à-dire des héroïnes qui vont triompher dans leur quête. Et c'est le cas dans Mad Max Fury Road. Donc, pour les personnes qui ont vu ce film, on sait que la fin est assez triomphale de manière indubitable. Donc, on a carrément le triomphe final, non seulement des néo-Amazones dans Mad Max, mais on a aussi le triomphe final des communautés de femmes et leurs alliés masculins à la toute fin de ce récit. Ma thèse est que Fury Road thématiserait justement cette solidarité victorieuse en valorisant la force de l'entraide dans un esprit sororal inclusif. Donc, c'est ça qui est mis de l'avant à travers cette production-là. Comme le soutient Taylor Boulware, l'affirmation radicale de ce film, c'est que la révolution socialiste doit avant tout être une révolution de genre, qu'il n'y ait pas possibilité d'une révolution s'il n'y a pas une révolution d'abord entre les genres qui vient dissoudre la binarité dans l'entraide. Donc, je vais commencer par baliser le cadre diégétique de cette proposition-là qu'est Mad Max Fury Road. Comme remarquait Alain Bertrand, le genre relativement récent de la fantasy est propice à la réincarnation des Amazones. On pourrait aussi ajouter que la branche de la dystopie post-apocalyptique, comme c'est le cas de Mad Max, permet également de revisiter le mythe amazonien à l'aune d'un nouveau paradigme, celui de la crise survivaliste, comme c'est le cas dans Mad Max. Le film, comme je l'ai mentionné, s'accompagne d'une prequel sous forme de bande dessinée qui est parue presque simultanément et qui situe l'origine des personnages et la formation des principaux nœuds dramatiques du film. Donc, vraiment à lire si c'est un univers qui vous intéresse. Fury Road, donc, se présente dans son entièreté, dans son prélude comme dans le récit filmique, se présente comme une fable réflexive sur la manière de sortir la communauté des cycles de violence qui perdurent. Et cette sortie implique nécessairement une redéfinition du concept de communauté et d'une certaine éthique du care afin de refonder le lien social. Comme l'explique Bronwyn Moran, le discours féministe du care valorise le fait que les choix les plus éthiques sont ceux qui créent et maintiennent les relations interpersonnelles et les interconnexions. En contrepartie, le modèle patriarcal considère plutôt que les individus évoluent de manière isolée les uns des autres et donc que certains seront sacrifiés et exploités au profit d'un groupe privilégié. On assiste à ça au début de Fury Road. On a la sécheresse sociale qui est physiquement illustrée par une sécheresse littérale, donc on est dans un monde sans eau. Une sécheresse qui est liée à l'exacerbation du patriarcat, qui est illustrée par ce contexte désertique où les rapports de relations se sont évaporés littéralement en même temps que l'eau qui s'est tarie. Une eau qui est contrôlée par Immortan Joe, un despote incarnant la masculinité toxique et le capitalisme en un seul et même personnage. Son corps virulent, à l'image de son système politique gangréné, est bien visible sous son armure de plexiglas d'ailleurs, une armure qui veut projeter l'image d'un corps hypertrophié aux muscles découpés, qui produit au final une mascarade ratée plus ridicule que menaçante, étant donné qu'on voit son corps qui est en déliquescence en dessous de son armure. Immortan Joe traite les ressources naturelles et les êtres humains comme ses commodités, ces choses, carrément, j'emploie son terme things, donc il traite vraiment les gens comme des objets. Entre autres, on a son harem de femmes reproductrices et ses blood bags, donc c'est le terme utilisé dans le récit. Ces blood bags, ce sont des êtres vivants qui sont destinés à nourrir plutôt ces warlords, donc ces seigneurs de guerre. Donc, on utilise les autres humains comme étant
des choses qu'on sacrifie pour les classes privilégiées. Donc, on a ici la définition même que je vous ai offerte tantôt du patriarcat. Et donc, Immortan Joe contrôle l'accès à l'eau des citoyens et contrôle par conséquent tout le monde. Donc, on a ici un besoin essentiel qui est carrément géré et contrôlé à son origine et donc on tient tout le monde en laisse. Le mensonge d'Immortan Joe, comme l'indique son nom, c'est qu'il se croit immortel, hein? Immortan Joe. Donc, immortel et omnipotent. Un mensonge que Imperator Furiosa, le personnage qui est incarné par Charlize Theron, va littéralement faire tomber, éclater, lorsqu'à la toute fin, elle va lui retirer son respirateur artificiel en lui arrachant du même coup une grande partie de son visage. Donc, sous son masque d'omnipotence, Immortan Joe cache un corps malade et faillible, un visage en fait inexistant s'il n'est pas en synergie avec son masque qu'il projette. Donc, on est bien loin de la puissance que le despote souhaite projeter. On est plutôt dans une mascarade de puissance qui n'a absolument pas de socle autre que son masque et sa fausse peau. Pour ce qui est de la facture du film, elle est tellement intéressante parce qu'on a une cinématographie qui propose une narration d'action. Tout tourne autour des séquences d'action qui offrent justement une narration, donc l'histoire qui nous est racontée à travers les gestes et actions. Plus précisément, on a un récit des corps qui se déplacent dans l'espace. Et cette chorégraphie-là qui compose le langage du film nous fait visualiser les rapports d'interconnexion entre les différents corps des personnages et groupes de personnages qui finissent par recoudre un lien social et un tissu social en s'alliant dans leur complémentarité. Ainsi, la collaboration entre les différents groupes de femmes auxquels vont se greffer les personnages masculins de Max et de Nox montre les possibles associations dissidentes dans un contexte où la résistance même est de l'ordre de l'impossible. Si le gouvernement d'Immortan Joe est présenté comme étant la cause de l'assèchement du lien social, donc on a une partie du problème ici, on a aussi le système matriarcal des Vuvalini, qui est une peuplade féminin qu'on rencontre plus tard dans le film, qu'on appelle aussi les Many Mothers ou les matriarches. Bien, cette peuplade-là matriarcale est aussi représentée comme étant défaillante. Donc, les Vuvalini sont en quelque sorte la métaphore du mythe amazonien mourant ou du moins périclitant. On est en présence d'un clan qui est désormais composé seulement de 7 femmes vieillissantes qui habitent entre elles le désert, alors que les Vuvalini, autrefois, dans leur âge d'or, vivaient dans un endroit qu'on appelait The Green Place, qui était un endroit fertile et prospère, qui était aussi le lieu d'origine de Imperator Furiosa. Donc, les Vuvalini tirent à leur fin. Elles sont en quelque sorte en train de mourir d'asphyxie à force de vivre recluses et de manière exclusive. En raison de la toxicité croissante de leur environnement, leur terre est devenue littéralement une tourbière marécageuse et inhospitalière. Leur système sociétal se rapproche de celui du mythe antique par le bannissement de tous les enfants mâles d'ailleurs. Quand ceux-ci atteignaient leur puberté, ils recevaient la visite des Vuvalini pour la traite du sperme. Et d'ailleurs, on aperçoit ces descendants masculins-là dans une très courte séquence dans le film où on voit des grands échassiers qui marchent à travers les marécages comme un peu des âmes errantes. Donc, on voit carrément que leur descendance masculine était aussi maltraitée que celle du mythe antique. Donc, l'animosité des Vuvalini envers les hommes se laisse également deviner à travers le piège que leur tend Valkyrie, qui est le nom d'une des femmes Vuvalini qu'on rencontre. Valkyrie qui est postée carrément nue au sommet d'une tour afin d'appâter les hommes pour mieux les tuer. On est dans un climat hostile, inhospitalier, mais ce climat-là rappelle, oui, celui du mythe amazonien antique, mais on offre une illustration de ce mythe-là comme étant peu durable à long terme, étant donné que leur troupe est en train de se réduire comme peau de chagrin et est en train de carrément se cannibaliser et de mourir dans son marécage. Donc, on voit que ce n'est pas viable de vivre de cette façon-là. Les Vuvalini semblent au moins élever les enfants de sexe féminin dans un cadre communautaire fondé sur l'équité et le partage.
les jeunes membres ayant à la fois des mères biologiques et plusieurs mères initiatrices. Donc, on a l'idée d'une communauté qui va élever les enfants femelles, qui vont prendre soin d'elles. Leur système social porte en soi le prototype d'un socialisme sororal profitable pour une communauté plus vaste, mais malheureusement, il n'est pas partagé à l'ensemble de la communauté. Il reste exclusif. La sororité qui s'inscrit dans l'éthique du care et comme l'indique Rosie Bredotti, restaurerait un sens d'intersubjectivité qui permettrait de reconnaître la différence pour créer un nouveau type de liaison de manière plus inclusive, serait à revoir en fait. Et justement, c'est ce qui se passe dans le film. On va revoir cette idée de sororité qui est présente à la base chez les Vuvalini, mais voir si on ne peut pas faire éclater le cadre et justement en faire une sororité inclusive. Sororité qui résiste aussi à l'instrumentalisation de tout acabit, puisque, entre autres, elle fait justement, elle va dissoudre les liens hiérarchiques et les rapports de pouvoir. Pour Marcella Lagarde, la filiation sororale entend d'abord l'ingouvernabilité des femmes entre elles, une ingouvernabilité qui prend sa source dans un prendre soin qui est organisé de manière indépendante au système central. Donc ici, on a les Vuvalini qui sont organisés de manière indépendante du système central qui est gouverné par Immortan Joe. Dans des environnements dystopiques particulièrement hostiles pour les femmes à l'égard de leur subjectivité et de leur corporéité, il devient évident pour Kelly Oliver que les femmes se retrouvent entre elles, ce qui est bien le cas dans Fury Road. On a des femmes qui sont menacées de se faire traire et de devenir mères porteuses par le gouverneur d'Immortan Joe. Donc, elles se retrouvent entre elles pour pouvoir s'allier et éventuellement pouvoir s'émanciper de ce rapport de pouvoir-là néfaste. La figure de Imperator Furiosa qui va se poser auprès des femmes comme une sorte de Artémis protectrice, mais aussi comme un modèle d'empuissancement, un modèle que les autres femmes affiliées à Immortan Joe vont admirer pour son irrévérence et vont aspirer à incarner, va devenir une figure importante. Dans la bande dessinée, cet empuissancement qui est inspiré par Imperator Furiosa est même corroboré par le discours d'une des femmes porteuses qui dit carrément que Furiosa, je cite, « nous a montré à être forte en tant que femme, nous ne sommes pas des choses ». Donc, grâce à son modèle d'émancipation, les épouses vont développer non seulement leur agentivité individuelle, mais aussi un système de soutien entre elles, un système de soutien qu'elles n'avaient pas auparavant, étant donné qu'elles vivaient chacune dans leur malheur de manière individuelle. La formation de cette communauté, donc, annonce un renversement général des positions d'autorité de manière à s'orienter vers des relations de coopération englobant toutes les identités de genre. Mais ce combat n'est pas sans risque et Furiosa le rappelle souvent aux autres femmes, tout sera douloureux. C'est un parcours qui est pavé de dangers et de périls. Malgré sa mise en garde, elle fait tout de même briller l'espoir en leur parlant d'un green place à atteindre. Donc, au bout du chemin, il y aurait un espace où tout le monde pourrait vivre de manière sororale dans une éthique plus inclusive. Mais c'est des liens qui sont à rebâtir et les rebâtir exige qu'on revoie les assises mêmes du système divisionnel qui, à la fois, a entraîné la perte du lieu sûr des Vuvalini et qui a causé aussi la perte de l'univers de Mad Max et en raison de l'environnement malsain de gouvernement de Immortan Joe. Donc, si le monde patriarcal d'Immortan s'est désertifié, le Green Place où fleurissait la société exclusive des femmes s'est aussi transformé en marécage toxique. Donc, on a l'inverse de l'extrême assèchement extérieur. Ici, on a l'abondance d'humidité qui offre un environnement suffocant et marécageux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existerait donc pas de Green Place, autrement dit de safe space, d'endroits où tout le monde peut vivre de manière saine et sécurisante, d'endroits sécures, s'il y a un mode de pensée binaire qui a préséance, un mode de pensée binaire et aussi exclusif. Donc, par leur intégration de Max et de Nox, les Vuvalini signalent qu'elles ne sont plus les ennemis des hommes. Et c'est cette communauté mixte qui, en fin de parcours, littéralement, va faire en sorte que le point d'eau, la source qui était tarie et contrôlée par Immortan Joe, va être libérée de son entrave et dans une espèce de torrent libérateur qui va symboliquement et littéralement signifier la redistribution des pouvoirs à travers le peuple.
cette redistribution-là des pouvoirs va rejoindre l'observation de Stéphanie Vega, selon laquelle le pouvoir transcendant des collectivités liées aux héros féminins est soluble et mêle à la force d'un corps collectif et que ce pouvoir se distingue de celui d'un héros masculin traditionnel qui repose sur l'élévation de soi par-dessus les autres. Je vais faire une mini parenthèse là-dessus, je pourrais continuer dans cette veine-là, mais si on pense à d'autres figures comme Buffy de Vampire Slayer, par exemple, qui redistribue son pouvoir à la fin de la série à travers d'autres personnages, on a aussi cette idée-là de redistribution du pouvoir à l'échelle d'une communauté. Donc, on a plein d'exemples qu'on pourrait aborder, mais je vais continuer avec ma route de la colère, avec Mad Max. Donc, on a l'image ici finale du film qui est carrément l'héroïne Imperator Furiosa qui va s'élever non pas au-dessus des autres, mais avec l'entièreté de la communauté mixte au-dessus de la mêlée et avec cette espèce d'étendue d'eau qui va être libérée. Donc, on est vraiment l'idée du groupe s'élevant ensemble sur un même plateau et non pas avec une dynamique de hiérarchie. Donc, au final, Fury Road, La roue du chaos en français, porte bien son titre dans les deux langues. D'une part, on a une œuvre qui témoigne de la fonction régénérative de la colère dans le démantèlement d'une phallocratie qui est mortifère. Et on a le soulèvement conjoint des groupes féminins qui démontrent la possibilité d'une conversion de la violence en force constructive. Donc, vous me voyez revenir tranquillement à la violence des Amazones antiques. D'une autre, comme dans les mythes originels, ces femmes génèrent un chaos qui initie la chute d'une vision de l'humanité conçue sous un modèle patriarcal. Aujourd'hui, cette chute tendrait pour le mieux, comme l'indiquent les récits de Wonder Woman et de Mad Max, et surtout pour le bénéfice du plus grand nombre. Il s'agit donc d'un récit dystopique qui se conclut sur une tonalité utopique et inscrit donc de facto la fable entière de Mad Max dans une revendication de la valeur même de l'espoir et dépeignant les Amazones revisitées ici comme des figures porteuses de cet espoir sociétal. En conclusion très, très brève, je reviens avec Alain Bertrand qui disait que émancipée, indépendante, agressive et revendicatrice, c'est des mots qu'il utilise pour qualifier les Amazones en culture populaire contemporaine. Or, avec ma conférence, on a pu démontrer que ces Amazones-là ne sont plus seulement agressives et émancipées dans l'unique but de préserver leur seul groupe, mais elles le sont aussi dans une visée inclusive d'abolition d'un règne au profit d'une seule société aux principes égalitaires, en ligne avec les revendications des mouvements féministes actuels, entre autres à travers le principe du care et de l'inclusivité. Si elle récupère de nombreux éléments du mythe originel, les néo-Amazones de Mad Max et de Wonder Woman ne sont plus les ennemis du peuple, mais bien celles qui, en rendant leur corps et leur pouvoir aux différents types d'individus, sauvent la communauté de l'asservissement. Si elle se servait autrefois des hommes, elle provoque désormais la chute du gouvernement disciplinaire au profit d'une redistribution dégenrée des ressources et des pouvoirs. Plus encore, dans Mad Max Fury Road, ce changement de paradigme s'accompagne d'une problématisation et d'un véritable éclatement de la binarité de genre. Cela nous semble pas vraiment anodin. Dans le mythe d'origine, le mal qu'incarnaient les Amazones ne tient la route que parce qu'une division genrée est effectuée à la base au sein des communautés humaines. Et le mythe vise précisément à perpétuer un système binaire bénéficiant aux hommes, ce qui est une idée qui périclite à travers les représentations actuelles telles qu'on les rencontre dans Mad Max et Wonder Woman. Voilà, c'est ce qui conclut ma conférence, que je croyais un peu plus courte, qui a finalement pris la demi-heure qui m'était accordée, peut-être même un peu plus. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions si on a quelques minutes. Sinon, je pense qu'on peut peut-être utiliser le chat si jamais on a besoin d'enchaîner plus rapidement. Merci beaucoup, Fanny, vraiment pour cette conférence. Donc, merci beaucoup encore d'avoir été là. Bonne suite de colloque. Merci encore infiniment de m'avoir invité ce matin. On va poursuivre pour le premier panel. On a pris un peu de retard, comme vous voyez, mais on s'est vraiment dit que ça valait la peine vu que les réflexions étaient vraiment riches. Donc, Pascal, je te laisse la parole. Oui, donc on va commencer avec notre premier panel du colloque, donc, qui s'appelle « Héritage », avec notre président de panel qui est Gabriel Laurenceau. Donc, bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour. Oui,
Donc, je vais te présenter. Donc, même s'il a longtemps cru que l'ASF, c'était pas trop son truc, Gabriel est devenu accro le jour où il a découvert qu'il existait des histoires où il n'était pas qu'un figurant. Éditeur, chroniqueur, conférencier et lecteur, il œuvre pour mettre en avant la partie féministe et queer du fandom. Les principaux projets auxquels il participe sont YBY Éditions, une maison d'édition spécialisée dans les récits queer et inclusifs, et Fantastic Queer, un festival dans l'Est de la France, doublé d'un projet de base de données sur la littérature de l'imaginaire queer. Donc, rebonjour Gabriel, et la parole est à toi, donc ça nous fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir de revenir cette année. Et de présenter un panel qui s'annonce vraiment très intéressant, puisqu'on va parler d'héritage et plus particulièrement de l'héritage d'Octavia Butler, donc, qui est une écrivaine de science-fiction majeure sur de nombreux sujets, notamment sur la question des communautés d'ailleurs. Mais au-delà des communautés fictives dont parle Octavia Butler dans ses romans, son statut, sa célébrité, son importance dans la communauté de la science-fiction, le fandom de la science-fiction, fait qu'aussi elle est un point charnière en fait de cette communauté, à partir de laquelle on peut faire un certain nombre d'analyses, soit transversales, soit sur son héritage, justement. Ce qui va être le sujet des deux discussions qu'on va avoir, des deux présentations qu'on va avoir, donc sans trop vouloir vous en dire. Je vais tout d'abord vous présenter Mallory Trocadero, qui va être notre première intervenante. Donc voilà, bonjour Mallory. Bonjour. Donc, Mallory est membre étudiante du centre de recherche Figura. Elle est récemment diplômée d'une maîtrise en études littéraires à l'Université de Québec à Montréal. Son mémoire porte sur l'ensauvagement du féminin dans les romans Poupées volées d'Elena Ferrante et l'Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza. Avide lectrice de science-fiction, elle entreprendra un doctorat sur les liens entre ensauvagement, littérature spéculative et militantisme, réflexion entamée dans un article paru cette année dans la revue interdisciplinaire Féminitude. Et donc, sa communication s'intitule Octavia's Brood, si je ne me trompe pas, qui va nous parler d'héritage et stratégie militante en sciences fictionnelles, notamment par la réappropriation de la parabole du Summer par Adrienne Mary Brown et des autrices et activistes du recueil Octavia's Brood, Science Fiction Stories for Social Justice Movement. Mais je ne vous en dis pas plus, et je laisse la parole à Valérie. Déjà, merci au comité d'organisation pour le colloque et l'opportunité d'être ici pour ma communication. Octavia's Brood, c'était bien ça, héritage et stratégie militante science-fictionnelle. Donc, Octavia's Brood fait référence à l'ouvrage Octavia's Brood, Science Fiction Story from Social Justice Movement, édité par Adrienne Marie Brown et Walida Imarisha en 2015. À la base de ce recueil se trouve la proposition suivante. Toute organisation ou tout acte de militantisme est de la science-fiction. Les organisatrices et les militants consacrent leur vie à créer et à envisager un autre monde ou beaucoup d'autres mondes. Alors, quel meilleur moyen pour elles d'explorer leur travail que les histoires de science-fiction? Né du rassemblement d'activistes, de militants et de militantes, d'autoristes racisés, queer ou disabled, ce recueil les invite à imaginer collectivement et à écrire les mondes justes et libres qu'elles souhaiteraient voir naître. En d'autres termes, et j'emprunte les mots de Gabriela Cabezón Camara, il s'agit de faire de la littérature non pas le jardin de quelques bourgeois blancs hétérosexuels, mais le grand verger de tous, ou pour citer Yann Larue, il s'agit de faire de l'ASF l'avant-garde des minorités et non la caisse de résonance des majorités les plus arrogantes. En explorant dans leurs nouvelles des sujets tels que la gentrification, le bioterrorisme, le racisme, le militarisme, la maternité, les voyages spirituels et les quêtes psychologiques, les autoristes font ce que Adrienne Mary Brown et Walida Imarisha nomment la visionary fiction, une appellation qui décrit l'œuvre des personnes qui inventent pour faire avancer la justice et la libération. Ce genre littéraire devient une pratique militante à part entière qui s'inscrit dans l'Emergent Strategy que développe Adrienne Mary Brown dans son livre éponyme publié en 2017. Octavia's Brood fait également référence à Octavia Estelle Butler et à la lignée d'autoristes et d'activistes qui s'inspirent de son œuvre et qui assurent la pérennité de ses enseignements. Itasha Womack écrit dans son essai sur l'afrofuturisme que lorsque même dans un futur imaginaire, les gens ne peuvent imaginer une personne d'origine non européenne dans 100 ans, un pied cosmique doit être posé.
Première femme noire écrivaine de science-fiction et bénéficiaire de la bourse MacArthur, Octavia Butler est l'une de celles qui ont posé ce pied cosmique dans ce genre littéraire jusqu'alors dominé par la blancheur et le masculin. Auteure de 11 romans et de 2 recueils de nouvelles, récompensée des prix Locus, Nebula et Hugo, elle est pour beaucoup une référence incontournable et connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. En effet, l'ensemble de son œuvre est republié par les éditions Open Road Media et Grand Central depuis 2018. Son roman Kindred a été adapté en roman graphique en 2017 et sera adapté en film. On a tellement hâte. Fledgling, son roman de SF vampirique, sera adapté en série TV par HBO. On a très hâte également. Sa duologie post-apocalyptique Earthseed était sur la liste des best-sellers du New York Times en 2020 et sera adapté en film. Le recueil Octavia's Brood lui est dédié et Adrienne Mary Brown s'est inspirée de son travail pour développer l'Emergent Strategy, ce qui est à l'étude aujourd'hui. Donc, je propose de présenter la genèse de cette pratique militante, de vous en présenter les principes et de répondre à 2 questions. En quoi les nouvelles dans ce recueil constituent-elles une mise en pratique de l'Emergent Strategy et en quoi les mondes et sociétés imaginées s'inscrivent-elles dans un processus de décolonisation de l'imaginaire nécessaire, selon Butler et Brown, à la réinvention de nos manières de faire communauté. Donc, comme je viens de le mentionner, Adrienne Mary Brown se place dans la lignée de la pensée d'Octavia Butler. La rencontre avec l'œuvre de Butler s'est faite parce que Brown a commencé, et je cite, à lire de la science-fiction de manière obsessionnelle à la recherche d'options, d'autres mondes où elle n'était pas considérée comme une idéaliste ou une personne inférieure. Je tiens à préciser que dans le cadre de la communication, je me concentre uniquement sur la lignée avec Butler, mais Brown explique précisément dans son introduction que l'Emergent Strategy elles-mêmes sont redevables des mouvements sociaux tels que Black Lives Matter et Occupy, des activistes comme Grace Lee Boggs, Invisible Eel Weaver, d'œuvres de fiction comme Star Trek, Star Wars, les livres d'Ursula Le Guin, Starhawk, Andy Okorafor et bien d'autres. Donc, lorsque Brown commence à utiliser le terme Emergent Strategy, c'est d'abord, je cite, une manière de décrire le modèle de leadership adaptatif et relationnel que l'on retrouve dans l'œuvre de Brown, en particulier dans Dawn, le premier tome de la série Xenogenesis, et la duologie Earthseed avec Parable of the Sower et Parable of the Talent. Donc dans Dawn, nous suivons Lilith, une jeune femme noire de 25 ans qui se réveille à bord d'un vaisseau spatial alien, 250 ans après une guerre ayant rendu la Terre inhabitable. Donc, à bord du vaisseau, elle doit apprendre à vivre avec les Onkali, des aliens à tête humanoïde capables de manipuler l'ADN des humains. Puis elle sera chargée de réveiller les autres êtres humains, de les habituer à la cohabitation avec les Onkali pour ultimement rejoindre la Terre, sauvée de la destruction par ces mêmes aliens. Dans Parable of the Sower, on suit Lorraine Olanina, 15 ans, dans le Los Angeles post-apocalyptique de 2024, ravagé par une pandémie, la crise climatique, les pénuries d'eau et de nourriture. Atteinte d'hyperempathie, une condition qui rend la narratrice capable de ressentir et d'être atteinte par la douleur physique des autres au point d'en mourir si elle ne fait pas attention, Lorraine se retrouve à la tête d'une communauté de rescapés après la chute de sa communauté emmurée. Donc, dans les 2 cas, Butler utilise des moments de crise, donc une apocalypse et ou, comme le nomme Jaina Brown, une rupture paradigmatique, pour explorer les possibilités que de tels moments invitent à penser. Dans son essai Black Utopia's Speculative Life in the Music of Other Worlds, Jaina Brown expose clairement l'enjeu de ces 2 romans et de l'œuvre de Butler en général. Je la cite. Dans le roman de Butler, nous sommes obligés de nous interroger sur les comportements que nous supposons inhérents à l'espèce humaine et sur ce que l'espèce ferait dans des conditions de crise et de dévastation. Dans les romans de la parabole, l'utopie vit dans les lueurs d'espoir que les humains pourraient développer des façons de vivre ensemble basées sur des formes coopératives et non hiérarchiques de communauté. Fin de la citation. Et en effet, dans les communautés créées par Lorraine et Lilith, ce sont l'interdépendance et la capacité des humains à s'adapter qui sont placés au centre des relations humaines. Les personnages sont poussés dans les retranchements de ce qu'ils tenaient jusque-là pour acquis et sont confrontés à des questions telles que: quel type de changement ce moment apocalyptique annonce-t-il? Que pourrait-il se passer si nous étions libérés des formes de relations imposées par les structures et les institutions? Quel mode de vie, désormais subordonné et supprimé, pourrions-nous développer? Donc, il s'agit pour les personnages de baser sur leur mode de vie sur des principes nouveaux, ou du moins libérer des systèmes de domination et d'exploitation, et de les tester, quitte à échouer et à tout recommencer autant de fois qu'il le faudra.
Par exemple, Adrienne Marie Brown remarque que les protagonistes des romans de Butler sont interdépendantes et souvent polyamoureuses, y voyant en tant que pleasure activist le potentiel politique du plaisir. Je cite. Le plaisir évoque le changement, peut-être plus que la honte. Plus précisément, là où la honte nous fige et nous pousse à nous faire tout petits et invisibles, le plaisir nous invite à bouger, à nous ouvrir, à croître. Brown qualifie également Lilith et Lorraine de leaders décentralisés. Davantage des mentors que des leaders, elles invitent les membres de leur communauté respective à trouver des solutions et à prendre des décisions collectivement. Je pense par exemple à un passage de Parable of the Sower, lorsque Lorraine et deux de ses compagnons rencontrent un couple avec leurs enfants. Ces compagnons sont anxieux et hantés par les rumeurs de groupes de cannibales errants sur les routes et donc sont tentés de refuser d'inclure le couple dans leur groupe. C'est après une discussion avec Lorraine qui les invite à préférer la confiance et la diversité plutôt que la peur et l'entre-soi que le couple est intégré dans la micro-communauté, mettant ainsi en pratique un des pamphlets de la religion créé par Lorraine. Et là, je cite le pamphlet en question. Embrace diversity, unite or be divided, robbed, ruled, killed by those who see you as prey. Embrace diversity or be destroyed. Donc, ce sont donc les protagonistes d'Octavia Butler et leur qualité d'interdépendance, de résilience, de décentralisation, d'adaptation et d'expansion des possibles pour l'humanité qui ont inspiré l'Emergent Strategy. C'est en se basant sur l'œuvre de Butler, mais aussi sur le biomimétisme, la permaculture et les mouvements sociaux que Brown développe cette pratique militante qu'elle définit en ces termes. L'Emergent Strategy est la façon dont nous changeons intentionnellement afin d'accroître notre capacité à incarner le monde juste et libéré auquel nous aspirons, avec des stratégies pour construire des mouvements pour la justice et la libération qui s'appuient sur des interactions relativement simples pour créer des modèles et des systèmes de transformation complexes. Pour expliquer ces stratégies, Brown se base sur deux pamphlets de la religion créés par Lorraine dans The Parable of the Sower. Le premier, c'est « All that you touch, you change. All that you change, changes you. The only lasting truth is change. God is change. » Donc, Brown voit dans ce pamphlet la relation que le changement entretient avec la civilisation et la relation de la civilisation avec le changement. Selon elle, si nous acceptons le principe scientifique et de science-fiction que le changement est une condition constante de l'univers, il devient alors important que nous apprenions à être en bonne relation avec le changement. L'émergence, en fait, est un système répétitif qui se nourrit des changements à petite échelle, au niveau personnel, comme à grande échelle au niveau civilisationnel. Et la pérennité de ces changements repose sur davantage de connexions critiques profondes et authentiques que sur la croissance perpétuelle et la compétition violente. Le deuxième pamphlet lit comme suit « All successful life is adaptable, opportunistic, tenacious, interconnected, and fecund. Understand this, use it, shape God. » Et là, Adrienne Marie Brown utilise ce pamphlet pour développer comme suit les principes de l'Emergent Strategy. Donc, ici, à ma gauche, vous avez le pamphlet d'Octavia Butler. Et à chaque ligne de ce pamphlet, Adrienne Marie Brown va donner un principe de cette stratégie, de l'Emergent Strategy. Donc, all successful life is fractal. Donc, ça, c'est la relation entre la petite échelle et la grande échelle. Adaptative, donc la capacité de s'adapter et comment est-ce qu'on va changer. Non linéaire et répétitive, donc le rythme et les sentiers du changement. La résilience et la justice transformatrice, pour répondre à la question comment on se rétablit et comment on se transforme. L'interdépendance et la décentralisation, pour dire qui on est et comment on partage le pouvoir, la communauté, les relations interpersonnelles et communautaires tout simplement. Et enfin, comment est-ce qu'on va créer plus de possibilités avec l'Emergent Strategy? Donc, comment est-ce qu'on va se diriger vers la vie, vers le changement, vers un monde en fait plus juste et libre qu'on cherche à atteindre? Et là, après, c'est quelques pistes avec l'érudition, la réflexion, la pratique, l'expérimentation et l'intention. Et en fait, je vais repartager quelque chose parce que j'avais dit que je me concentrais principalement sur l'aligner avec Butler, mais je trouvais que le biomimétisme était vraiment super intéressant et super fascinant. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve chez Butler, Adrienne Marie Brown le retrouve dans la nature avec le mycélium pour l'interconnexion, les fourmis pour la
coopération, la pérennité collective, les fougères pour les solutions à petite échelle et à grande échelle, les étourneaux pour le partenariat et le leadership collectif et la capacité d'adaptation, les pissenlits pour la résilience, la résistance et la régénération, et les wavicles, je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était, je l'ai mis par souci de transparence, mais si quelqu'un sait ce que c'est des wavicles, n'hésitez pas. Parmi tous ces principes et stratégies de pratiques militantes à l'étude, c'est bien l'aspect créatif, c'est-à-dire comment se diriger vers la vie et le changement, qui est central. Pour Brown, l'art est politique et s'aligne avec la célèbre phrase de Toni Cade Bambara, « Le rôle de l'artiste est de rendre la révolution irrésistible ». C'est par le biais de l'imagination radicale, de l'idéation collaborative et de la science-fiction que Brown nous conseille de passer pour expérimenter hors de toute limite les mondes justes et libres auxquels on rêve. Par son expérience de militante et de facilitatrice, Brown affirme que l'unité authentique et passionnante, celle qui est nécessaire pour atteindre des modes de vie basés sur l'absence de hiérarchie, l'interdépendance, l'adaptation et la justice transformatrice, demande beaucoup de temps et beaucoup d'expérimentation. La littérature, et en particulier la littérature spéculative, offre ce terrain d'essai illimité et d'ores et déjà semé d'expérimentations, fructueuses ou non, mais dont on peut déjà tirer des enseignements et des stratégies, comme l'œuvre de Butler, ou de mettre en valeur les angles morts de ces expérimentations pour ne pas les reproduire dans la vie réelle. En effet, Brown remarque que dans notre recherche d'être les plus efficaces pour atteindre ces mondes justes, et là je la cite, les gens sont laissés de côté, pas seulement d'une manière légèrement blessante, mais directement dans la manière dont nous construisons chaque aspect de la société, de l'infrastructure et de la culture. Nous élaborons des plans incroyables qui ne tiennent pas compte des segments cruciaux de nos communautés, l'unité qui implique de laisser de côté les personnes handicapées, les communautés trans, autochtones, immigrantes et autres. Donc, par exemple, de nombreux récits de science-fiction et autres tournent autour de l'idée qu'une révolution armée et violente est nécessaire pour atteindre un monde juste. Adrienne Marie Brown, Invisible Weaver, Imani Barbara, ainsi que les nouvelles de Léa Lakshmi Pitnisa Samarasinha et de Mia Mingus dans Octavia's Brood, interpellent sur le fait qu'une telle révolution, idéalisée dans les milieux militants able et blancs, n'est possible et en fin de compte bénéfique qu'aux personnes appartenant à ces mêmes catégories sociales. Donc pour contrer à cette tendance à laisser de côté des communautés entières, il est nécessaire et urgent, nous dit Brown, de perturber l'individualisme constant de la création lorsqu'il s'agit de la société, de notre planète et de nos ressources communes, et de collaborer au processus de rêve, de vision et de mise en œuvre de ce monde d'unité, tout en reconnaissant qu'une multitude de réalités ont existé, existent et existeront. En d'autres termes, pour que l'Emergent Strategy et son processus créatif soient envisageables et féconds, il est nécessaire, selon Brown, d'abord de décoloniser l'imagination, puis d'imaginer radicalement les futurs en faisant appel à la visionary fiction que j'ai mentionnée dans l'introduction. Donc l'imagination joue un rôle essentiel dans l'Emergent Strategy, dans la mesure où, je cite, « l'imagination est l'une des richesses de la colonisation qui, à bien des égards, consiste à revendiquer le droit d'imaginer l'avenir d'une région donnée. La perte de notre imagination est un symptôme de traumatisme. Récupérer le droit de rêver l'avenir, renforcer le fait d'imaginer ensemble est une activité décoloniale et décolonisatrice. » D'une certaine manière, le recueil de nouvelles Octavia's Brood est une réponse à la tendance du white nihilism, pour emprunter le terme à Dani Fernandez, ou à la crise de l'imagination remarquée par de nombreuses autoristes militantes. Je pense à Donna Haraway, je pense à Ytasha Womack, Martine Delvaux récemment dans son dernier livre. Donc ce white nihilism renverrait à l'incapacité des personnes blanches à imaginer des solutions pérennes pour lutter contre les systèmes d'oppression ou contre la crise climatique, pour donner un exemple précis. Nous serions coincés perpétuellement entre deux postures, celle de dire que d'un côté, l'humain est horrible et cruel, que ça ne sert à rien de lutter, et de l'autre côté, de mettre tous nos espoirs entre les mains des avancées technologiques. C'est ce dont il est question dans le livre Avec le trouble de Donna Haraway, par exemple. Et Brown, comme Haraway et bien d'autres, invite à imaginer autrement et radicalement. Plus précisément, Haraway écrit « We need new ideas and new ways of thinking, new kinds of stories, because the old ones are failing us. » C'est précisément le but de la visionary fiction, qui comprend que « Once the imagination is unshackled, liberation is limitless ». On peut penser aux nouvelles qui imaginent, dans le recueil de nouvelles, une montée des eaux qui ne touche que les maisons des gentrificateurs, une planète qui a été réappropriée physiquement, y compris au niveau de l'infrastructure, par une population composée uniquement de personnes handicapées, des nouvelles qui recréent une mythologie en mettant
au centre de la nouvelle, non pas une mythologie eurocentrée, mais bien africaine, particulièrement nigériane. Et aussi, on pourrait penser, après la visual fiction, au courant artistique et philosophique de l'afrofuturisme, avec des œuvres comme l'Internationale noire de George Wheeler, qui imaginait déjà dans les années 30 une révolution technologique et militaire organisée par des personnes noires pour se libérer de la suprématie blanche et des nations colonisatrices. Je vais m'arrêter là. C'est assez brutal, mais je n'ai pas réussi à tirer les fils précis de l'Emergent Strategy et comment est-ce qu'on pourrait mettre en place cette stratégie-là, parce que le livre est extrêmement dense, mais je pense qu'on a vraiment des pistes super intéressantes sur la décolonisation et à quel point en fait on a besoin de réinventer nos manières de faire des histoires et de se demander vraiment, de s'autoriser à se libérer des systèmes d'oppression qui en fait sont un peu comme des petites mines dans nos cerveaux qui nous empêchent à imaginer radicalement et de s'autoriser en fait à vraiment exploser tout le potentiel de la science-fiction et de la fantasy. Voilà, merci. Eh bien, merci Mallory pour tout ça. Si on a un peu de temps, effectivement, de toute façon, après, pour les questions, c'est aussi là. Je pense qu'on pourra tirer des fils. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à pas mal de références. Au pire, je t'enverrai un petit mail. Donc, voilà, pas de problème. Voilà, merci, c'était très, très intéressant. Et donc, sans trop faire traîner, puisqu'on est un peu en retard, nous allons passer à la présentation d'Anaïs Paquin. Donc, nous accueillons maintenant Anaïs Paquin, qui est étudiante à la maîtrise en études littéraires profil création. Elle est directrice de la section articles et critiques de la revue Brin d'éternité. Elle a publié plusieurs nouvelles justement dans cette revue, dont Acouphène et Élégie.lézard. Et sa communication Habiter le trouble avec Octavia Butler, tension et ambiguïté dans le Toulousaine. Donc, puisqu'on parlait d'Octavia Butler, de Donna Haraway, voilà, qui est transition toute trouvée. Donc, puisqu'elle va effectivement vous présenter certaines œuvres de l'écrivaine Octavia Butler à la lumière des théories philosophiques et féministes de Donna Haraway. Et je te laisse la parole sans plus attendre. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Je suis un petit peu nerveuse, c'est ma première communication dans un colloque à vie, donc je vais commencer tout de suite. La présentation va comme suit. Qu'arrive-t-il lorsqu'il devient impossible de penser à partir de l'exceptionnalisme humain et de l'individualisme? Qu'arrive-t-il lorsque ces valeurs, au fondement de la philosophie occidentale, vont provoquer la fin du monde? Il faut faire voler en éclats l'anthropocène et le capitalocène, faire descendre l'humain et le capitaliste de leur piédestal et accepter que l'on est irrépressiblement happé dans un autre espace-temps. Ce nouvel espace-temps, ce nouveau paradigme, cela pourrait bien être le Cthulhucène de Donna Haraway. Je la cite, « Made of ongoing multi-species stories and practice of becoming wit in time that remain at stake in precarious times in which the world is not finished and the sky has not fallen yet. » Le Cthulhucène de Donna Haraway, il nous invite précisément à inventer de nouvelles alliances avec les êtres qui nous entourent, humains et autres qu'humains, et à écrire de nouveaux récits dans lesquels chaque être vivant est un acteur dans l'histoire du monde. Mais à quoi ressemble donc ce Cthulhucène? Quelle forme prennent les êtres qui l'habitent? Quel système biologique, socio-politique sous-entend-il? Et quels nouveaux problèmes et divisions crée-t-il? Le Cthulhucène a-t-il le potentiel de les résoudre? Évidemment, dans cette communication, je ne répondrai pas de manière exhaustive à toutes ces questions. Je me propose cependant de montrer comment une de nos grandes écrivaines de science-fiction, Octavia Butler, déploie dans son œuvre des versions possibles et ambiguës du Cthulhucène, sans jamais taire les tensions et les dilemmes éthiques qu'elle soulève. Je vais me pencher plus précisément sur sa trilogie Genogenesis, où elle a été également rebaptisée Lily Brooks. Dans cette série, l'humanité est dans l'obligation d'interagir avec une espèce extraterrestre envahisseuse, appelée les Oankali, pour assurer sa survie. Les relations qui se nouent alors entre les humains et les extraterrestres traversent toutes les nuances possibles entre l'amour et la haine, en passant par la guerre, la symbiose, le parasitage et même l'addiction. Le résumé que fait Donna Haraway de Lilith Brooke dans son manifeste Cyborg témoigne bien de toutes ces dimensions complexes et ambiguës. Je cite Donna Haraway, « Butler raconte l'histoire de Lilith Liapao, dont le prénom fait référence à la première femme répudiée
d'Adam et dont le nom de famille souligne son statut de veuve du fils d'une famille nigériane immigrée aux États-Unis. Par ses échanges génétiques avec des amants, sauveteurs, destructeurs, ingénieurs génétiques extraterrestres qui ont reconstruit l'habitat terrien à la suite d'un holocauste nucléaire et forcent les humains qui ont vécu à une fusion intime, Lilith, femme noire et mère dont l'enfant est mort, devient l'instrument de la transformation de l'humanité. On peut tout de suite voir comment le Cthulhucène entre en écho avec la trame narrative. Si le récit se situe après une apocalypse, l'humanité a cependant une chance de rédemption grâce à Lilith. Celle conduit ses sarblades à accepter le destin que les Oankali ont prévu pour eux. Le ciel ne s'est donc pas entièrement écoulé. Notons ici qu'il y a quelque chose d'extrêmement ironique et judicieux à ce qu'une femme nommée Lilith, associée au péché féminin et au démon de la lecture, soit la sauveuse, la guide choisie. Lilith doit apprendre aux humains à devenir avec les Oankali, c'est-à-dire à s'unir à eux dans des unions charnelles, psychiques et sociales, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de distinguer les deux espèces. Difficile d'imaginer moins judéo-chrétien comme rédemption. Par leur corps même, décrits comme entièrement couverts de tentacules qui réagissent aux stimuli, les Oankali incarnent le Cthulhucène. Haraway nous dit ainsi sur les êtres tentaculaires du Cthulhucène, je la cite, that they make attachment and detachment, they are cuts and knots, they make a difference, they weave paths and consequences, but not determinants, they are both open and not in some way and not others. Ce qu'il faut savoir sur les Oankali, c'est qu'ils appartiennent à un genre poussé par l'impératif de lier leur ADN à une autre espèce pour survivre. Ils vont ainsi créer des nœuds indissociables. Ils s'organisent selon un système qu'on pourrait dire sympopoïétique, c'est-à-dire constitué d'une multiplicité de relations et avec une histoire évolutive et sociale riche de plusieurs millions d'années. Comme l'affirme Haraway, nothing makes itself, nothing is really autopoietic or self-organizing. La nécessité pour les Oankali de se fusionner avec d'autres espèces dénie complètement l'idée selon laquelle il serait possible de recommencer de zéro, d'effacer le passé. Tout renouveau sera toujours une refabrication, une réutilisation des éléments qui ont précédé. Cependant, cette nature sympopoïétique ne se fait pas sans provoquer des ruptures et des déchirures. Par exemple, seule la moitié des Oankali vont sur Terre pour s'unir aux humains. L'autre partie continue son voyage intergalactique à la recherche d'autres espèces compatibles. De même, si les Oankali sont ouverts sexuellement et génétiquement aux humains, ils sont fermés au point de vue qu'ils expriment par des mots. Ainsi, si un humain dit non à quelque chose, mais que son corps, selon l'analyse des Oankali, dit oui, ils ne tiendront pas compte du refus exprimé. D'ailleurs, au sujet des tentacules qui couvrent leur corps, Haraway exprime également ceci. I remember that tentacle comes from the Latin tentaculum, meaning feeler, and tanta, meaning to feel. Toucher, palper, sentir, ressentir, c'est précisément tout ce que font les Oankali. Par le contact de leurs tentacules avec la peau humaine, ils peuvent comprendre et assimiler le fonctionnement d'une cellule minuscule. Ils sont capables de provoquer des plaisirs infinis à leurs compagnons humains et de lier leur corps au leur. Ils ressentent tout ce que ressentent leurs hôtes, plaisir, mais aussi souffrance. En fait, les Oankali sentent à un tel point qu'ils évitent presque à tout prix de provoquer la douleur et la mort. À la lumière de tout cela, on pourrait presque croire voir des airs d'utopie dans le Cthulhucène. Et pourtant, lorsqu'on arrive à la toute dernière page de Lilith Brood, on se demande encore si les Oankali sont les destructeurs ou les sauveurs de l'humanité. Après tout, dans Lilith Brood, l'humanité est radicalement transformée. Elle est désormais dotée de tentacules et n'a plus 2, mais 3 sexes, femmes, hommes et ouloi. On pourrait parfaitement dire que les envahisseurs nous ont changé en monstres. Car si les Oankali n'infligent pas de souffrance physique à l'humanité, on ne peut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas coupables de violence. Ils infligent à l'humanité une violence plus insidieuse. Ils font éclater leur sens même de l'identité, de ce que cela signifie être humain. À la fin de Dawn, le premier titre de la trilogie, Lilith, enceinte de son amant extraterrestre, lui dit « But they won't be human. That's what matters. You can understand, but that is what matters.
Ce à quoi son amant lui répond « The child inside you matters ». Octavia Butler ne va jamais résoudre ce dilemme. Si je me permets une petite parenthèse, dans son livre sur l'œuvre et la vie d'Octavia Butler, le théoricien Jerry Canavan développe une analyse extrêmement critique du traitement que les Oankali font aux êtres humains, allant même jusqu'à affirmer Oankali do almost nothing but harm the humans in almost literally every possible way. Si je conteste pour ma part cette vision, Canavan exprime cependant une piste de réflexion très intéressante sur la violence identitaire vécue par les humains face à l'envahisseur. From a human perspective that values stability and continuity or form, however, this is simply a second slow-motion apocalypse to follow the first. Humankind is to be brought out of existence and merged into the Oankali collective. The survivor of the nuclear war will not be human children, but rather human Oankali hybrids. From the Oankali perspective, this is a mutual exchange that will alter both species, but the majority of the human in the New World, including many of those who surrender to the Oankali term, reject this interpretation and believe in the logic of the one-drop rule, that these altered children will be Oankali and thus not human at all. En bref, pour les humains, pour qui la stabilité et la répétition du même sont des fondements structurels de l'identité, le projet d'hybridation des Oankali est une forme d'annihilation. Si ce raisonnement semble révéler une face cruelle chez les supposés salvateurs, il sous-entend également une des facettes les plus laides de l'humain, sa tendance à la discrimination. En effet, si les hybrides des humains des Oankali ne pourront jamais être reconnus comme personnes, cela signifie donc qu'ils sont moins qu'humains, inférieurs, autres. Qu'est-ce qu'un humain? Dans certains lieux et à certaines époques, l'humain est inclusivement mâle, blanc et hétérosexuel, excluant de facto les femmes et les communautés minoritaires de cette définition. Dans la même logique, dans le monde d'Octavia Butler, les humains sont prêts à nier l'humanité à une autre espèce intelligente et aux êtres qui partageraient leur patrimoine génétique. Bref, avec le besoin de stabilité et de continuité du même, vient la fermeture et l'exclusion. Peut-on réellement reprocher aux Oankali de vouloir forcer l'humanité vers l'ouverture et la souplesse? Comme le détaille également Canavan, les extraterrestres malmènent les humains sur d'autres valeurs qui nous apparaissent fondamentales, à l'instar du consentement et du libre choix de notre destin. Bien qu'Araoui dénie toute association avec la déité Lovecraftienne, il y a peut-être bien un peu d'un Cthulhu terrible et innommable dans son Cthulhu-side. Je l'ai déjà mentionné, les Oankali ne tiennent pas compte de ce que leur disent les humains, mais bien seulement de ce que leur corps et leurs cellules révèlent. Peut-il réellement avoir de consentement au sens où on l'entend habituellement dans ces circonstances? Qu'arrive-t-il lorsque le corps affirme quelque chose, mais les mots contraires? Nikanj, la mère extraterrestre de Lilith, ne lui demande ainsi pas la permission avant de l'inséminer d'un embryon mi-alien mi-humain, lui affirmant seulement qu'elle était prête. Les Oankali vont même encore plus loin. Ils ont manipulé l'ADN humain de façon à ce que les hommes et les femmes ne puissent se reproduire sans leur être. Le futur des humains sera Oankali ou ne sera pas. D'ailleurs, Lilith n'a pas réellement plus de liberté d'action qu'elle en a sur son corps. Si elle ne se conforme pas au rôle que les Oankali lui ont confié, elle sera rendormie et ainsi privée de la possibilité d'avoir un avenir, aussi monstrueux puisse-t-il paraître d'un point de vue humain. Comme écrit Araoui, finally, this is the contested world where, with or without our consent, we are located. Si l'on se fie à l'exemple de Lilith Bruce, le Cthulhu-Scène n'est pas un espace-temps utopique qui efface les violences et les dilemmes éthiques. Cependant, à travers la mécompréhension de l'identité humaine des Oankali, on peut peut-être développer une réflexion sur la manière dont nous-mêmes mécomprenons et maltraitons les autres espèces sur Terre. En fait, on pourrait dire que les Oankali ne font que nous servir une partie de notre propre médecine. De combien d'espèces nie-t-on l'agentivité ou même le droit à la vie? De combien d'êtres avons-nous manipulé la génétique dans le seul but de satisfaire nos besoins de croissance? Les Oankali, au moins, ont l'excuse de vouloir nous sauver. En conclusion, je vous dirais qu'habiter le trouble avec Octavia Butler, c'est accepter de vivre dans un monde qui ne nous appartient plus. Pour ma part, je vois aussi dans les Oankali une porte de sortie, une incarnation des cyborgs d'Araoui qui permet d'abolir les limites entre l'homme et la femme, l'humain et l'animal, le vivant et la machine.
À travers ces êtres et la finale positive de la trilogie, Butler a inventé, je reprends ici les mots d'Haraway, l'imagerie d'un cyborg qui serait autre chose qu'un ennemi. À travers leurs multiples métamorphoses, leur quête incessante du changement, les Oankali nous apprennent qu'il n'y a pas d'identité fixe. Les Oankali n'ont pas de frontières, ils sont eux-mêmes les frontières. Des frontières poreuses qui demandent sans cesse à être élargies et redéfinies, détruites et reconstruites. Au fond, les Oankali sont précisément monstrueux parce qu'ils nous relèvent qu'il est possible qu'un enfant soit radicalement différent de ses parents et que l'histoire n'a pas nécessairement besoin de se répéter. Humains comme Oankali ne pourraient survivre l'un sans l'autre. C'est cette fusion, quel qu'en soit le prix à payer, qui leur permet d'envisager de nouveaux futurs. Et je conclue ma présentation ici. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup aussi. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour ce panel vraiment intéressant. Je me permets de prendre la parole au nom de mes coéquipières. Merci aussi pour cette première journée. Donc, c'est ce qui clôt la première journée, première avant-midi ou après-midi, c'est en France du colloque.